Bonjour, ce cours de mathématiques financières a pour objectif d'apporter des connaissances essentielles sur les mathématiques financières et de doter l'étudiant des techniques et méthodes de base lui permettant dans le futur d'apprécier les opérations financières des entreprises ou des particuliers. Les mathématiques financières sont une branche des mathématiques qui s'applique à la gestion de l'argent, des investissements et des décisions financières dans divers contextes. Elles utilisent des concepts et des techniques mathématiques pour évaluer des situations financières, prendre des décisions d'investissement, comprendre les fluctuations du marché financier et résoudre des problèmes liés aux emprunts, aux prêts, aux annuités, aux taux d'intérêt et bien plus encore. Les mathématiques financières sont largement utilisées dans le monde des affaires, de la finance, de l'économie et de la comptabilité pour analyser et optimiser les décisions financières. Les mathématiques financières peuvent être définies comme un ensemble de techniques de calcul ayant pour but de solutionner des problèmes très concrets de la finance. Après un rappel des bases mathématiques essentielles, nous explorerons les notions d'intérêt simple et composé qui sont au cœur de la valorisation financière. Nous étudierons ensuite les annuités, un concept clé pour évaluer les flux financiers réguliers, et enfin les emprunts indivises pour comprendre les mécanismes des crédits individuels dans un cadre financier. Et donc le plan de ce cours s'articule autour de 4 chapitres. Un chapitre introductif, rappel mathématique, chapitre 1, les intérêts simples et composés, chapitre 2, les annuités, chapitre 3, les emprunts indivises, et puis quelques exercices issus d'examens précédents. Ce cours s'appuie sur une bibliographie assez riche. Ce chapitre introductif concerne les suites numériques, à savoir les suites arithmétiques et les suites géométriques. Une suite arithmétique est une suite telle que un plus 1 est égal à un plus r, avec r est la raison de la suite, c'est une constante donnée. Les propriétés des suites arithmétiques. La première propriété, un est égal à un plus n-1 fois r. Deuxième propriété, pour deux rangs n et p quelconques, on a un, on peut la calculer en fonction de up. Un est égal à up plus n moins p fois r. Troisième propriété concerne la somme des n premiers termes en fonction du premier et du dernier terme. Et donc la formule, la somme des up, p allant de 1 jusqu'à n, est égale à un plus u2 plus jusqu'à un est égal à n fois un plus un sur 2. Et de façon générale, pour n'importe quel rang, p et n, donc la somme allant de p jusqu'à n de uk est égale à up plus 1 plus jusqu'à un est égal à n moins p plus 1 fois up plus un sur 2. Une suite géométrique est une suite telle que un plus 1 est égal à k fois un, avec k est la raison de la suite, c'est une constante donnée différente de 1. Propriété des suites géométriques. La première propriété, c'est de calculer un en fonction de un. Un est égal à k à la puissance n-1 fois un. Deuxième propriété, pour deux rangs n et p quelconques, un est égal à k à la puissance n-p fois up. Propriété concerne la somme des n premiers termes en fonction de la raison k et du premier terme un. Et donc la somme des up allant de 1 jusqu'à n est égale à un plus u2 plus jusqu'à un est égal à k à la puissance n-1 sur k-1 le tout fois un. Et de façon générale, la somme des uk allant de p jusqu'à n est égale à up plus 1 plus jusqu'à un est égal à k à la puissance n-p plus 1 moins 1 sur k-1 le tout fois up. Quelques exercices récapitulatifs pour bien assimiler les définitions et les propriétés des suites arithmétiques et géométriques qui nous seront utiles tout au long de ce cours. Quelle est la raison d'une suite arithmétique dont le premier terme est égal à 2 et le cinquième terme est égal à 14?
U1, le premier terme est égal à 2. Le cinquième terme, U5, est égal à 14. D'après la première propriété des suites arithmétiques, on a U5 est égal à U1 plus 5 moins 1 fois R. En remplaçant chaque terme par sa valeur, on obtient alors 14 est égal à 2 plus 4R. Par conséquent, R est égal à 3. Quelle est la somme des 10 premiers termes d'une suite géométrique dont le troisième terme est égal à 8 et le huitième terme est égal à 256? C'était un exercice d'un examen précédent. Donc, il faut choisir une des 4 solutions. On a U3 est égal à 8 et U8 est égal à 256. D'après la deuxième propriété du cours sur les suites géométriques, on a U8 est égal à k à la puissance 8 moins 3 fois U3, c'est-à-dire 256 est égal à k à la puissance 5 fois 8. Ça nous fait k à la puissance 5 est égal à 256 sur 8. Donc, k à la puissance 5 est égal à 32. Par conséquent, k est égal à 2. C'est la racine cinquième de 32. Une fois qu'on a trouvé la raison de la suite géométrique, on peut calculer la somme de ces 10 premiers termes en appliquant la troisième propriété du cours sur les suites géométriques. Et ainsi, s à la puissance 10 est égal à u1 fois k à la puissance 10 moins 1 sur k moins 1. Application numérique. Donc, on remplace u1 par sa valeur dans la somme et on obtient. Donc, je vous laisse le soin de faire le calcul. Et puis on passe au premier chapitre, les intérêts simples et composés, dans lequel on va étudier les intérêts simples, les intérêts composés, les taux proportionnels, les taux équivalents et le taux moyen. On appelle intérêt le loyer que rapporte une certaine somme d'argent, le capital prêté pour une certaine durée de temps. L'intérêt se calcule selon un certain taux indiqué en pourcentage. L'intérêt reflète le prix du temps en finance. L'intérêt ou loyer de l'argent désigne la rémunération du placement d'une somme d'argent par un prêteur auprès d'un emprunteur. Il peut être une dépense ou un revenu. Il s'agit d'une dépense pour l'emprunteur et il s'agit d'un revenu pour le prêteur. Cet intérêt fonctionne de 3 éléments, le montant de la somme prêtée, la durée du prêt et le taux d'intérêt. On note C0, capital initial au temps T0, I, taux d'intérêt par période ou unité de temps exprimé en pourcentage, N, le nombre de périodes pendant lesquelles est placé le capital initial C0, et Cn, valeur acquise en temps Tn. Précisons qu'il faut toujours exprimer I et N en unités de temps comparables. I annuel, alors N en année, I mensuel par exemple, N en mois, etc. L'intérêt I, majuscule, qu'on note majuscule, I majuscule, produit par un capital C0 placé pendant une période au taux d'intérêt I, noté I minuscule, est égal à C0 fois I. Après une période, le prêteur obtiendra C1, C1 est égal à C0 plus I, est égal à C0 plus C0 fois I, et on factorise par C0, on obtient C0 fois 1 plus I. Et pour l'emprunteur, C1 constitue la somme à rembourser au prêteur et I, c'est l'intérêt dû. Précisons qu'il y a deux types d'intérêts, l'intérêt simple et l'intérêt composé. Pour les intérêts simples, seul le capital initial procure des revenus. Avec les intérêts composés, les intérêts dus en fin de période sur le capital initial génèrent d'autres intérêts au cours des périodes suivantes. Dans le cas de l'intérêt simple, le capital reste invariable pendant toute la durée du prêt. L'emprunteur doit verser à la fin de chaque période l'intérêt dû. Donc après chaque période, l'intérêt à payer est égal à C0 fois I. On le calcule toujours sur la base du capital initial. Supposons qu'on a n périodes. Alors l'intérêt global ou total noté IG, appelé également coût de l'emprunt à verser, est égal à C0 fois I plus C0 fois I plus C0 fois I n fois. Ainsi, I global est égal à C0 fois I fois N. C'est ça la formule. La somme totale à rembourser par l'emprunteur est égale à
Cn est égal à C0 plus l'intérêt global est égal à C0 plus C0 fois I fois N. On factorise par C0, donc on obtient Cn est égal à C0 fois 1 plus Ni. Pour le prêteur, Cn est la valeur acquise par le capital C0 au bout de n périodes. Je vous laisse le soin de voir ces exercices d'application. Rappel, pour les intérêts simples, seul le capital initial procure des revenus. Mais avec les intérêts composés, les intérêts dus en fin de période sur le capital initial génèrent d'autres intérêts au cours des périodes suivantes. On réinvestit de façon continuelle les intérêts dans le système des intérêts composés. L'intérêt est dit composé lorsque les intérêts sont replacés avec le capital et portent intérêt à leur tour. Les intérêts sont ajoutés au capital afin de produire eux-mêmes des intérêts. On dit qu'ils sont capitalisés. Le capital définitif acquis à la fin de la nème période, noté Cn, est la valeur acquise par le capital au bout de n périodes au temps Tn, au taux d'intérêt identique I avec capitalisation des intérêts à la fin de chaque période. La formule Cn est égale C0 fois 1 plus I à la puissance n. L'intérêt global est égal à Cn moins C0. L'intérêt global est égal à C0 fois 1 plus I à la puissance n moins C0 est égal à C0 fois 1 plus I à la puissance n moins 1. Je vous laisse le soin de voir ces exercices récapitulatifs et de les refaire. Et on passe au taux proportionnel. Supposons que l'année est découpée en k périodes. Le taux périodique proportionnel IK est égal à I divisé par K. IK, c'est le taux proportionnel, est égal à I sur K. Exemple, le semestre étant la moitié de l'année, le taux semestriel proportionnel au taux annuel de 12% est égal à 6%. I semestriel est égal à I sur 2. Une année est égale à 4 trimestres, alors le taux trimestriel proportionnel au taux annuel de 12% est égal à 3%. Donc I proportionnel trimestriel est égal à I divisé par 4. Une année est égal à 12 mois. Alors le taux mensuel proportionnel au taux annuel I de 12% est égal à 1% puisque IM mensuel est égal à I divisé par 12. Deux taux correspondant à des périodes différentes sont proportionnels lorsque leur rapport est le même que celui de leur période de capitalisation.
En intérêt simple, deux taux proportionnels produisent sur un même capital les mêmes intérêts au bout du même temps. À intérêt simple et pour une même durée, deux taux proportionnels mènent un capital C0 à la même valeur acquise, Cn. Et donc C0 fois 1 plus K fois IK est égal à C0 fois 1 plus I équivaut à IK est égal à I divisé par K. Par exemple, quel est le taux semestriel proportionnel au taux annuel de 10%? IK est égal à I sur K, avec IK le taux semestriel, I le taux annuel, K est égal à 2 car un an est égal à 2 semestres. Donc IK est égal à 10% divisé par 2, c'est 5%. Deuxième exemple, quel est le taux trimestriel proportionnel au taux annuel de 10%? IK est égal à I divisé par K, avec IK est égal, c'est le taux trimestriel, I le taux annuel. K est égal à 4, car un an est égal à 4 trimestres, donc IK est égal à 10% divisé par 4 est égal à 2,5%. Troisième exemple, quel est le taux mensuel proportionnel au taux annuel de 24%? Un an est égal à 12 mois, donc IK est égal à 24% divisé par 12 est égal à 2%. Et puis on passe au taux équivalent. Deux taux correspondant à des périodes de capitalisation différentes sont équivalents lorsque, pour une même durée de placement, ils mènent à une même valeur acquise, mais à intérêt composé. Autrement dit, si on a le taux annuel et on veut trouver par exemple le taux mensuel équivalent, alors ce dernier est choisi de telle façon que la valeur acquise en fin d'année ne change pas par rapport à une capitalisation annuelle des intérêts. Si l'année est découpée en cas période, on a 1 plus IK à la puissance K est égal à 1 plus I. Le taux périodique équivalent IK sera défini par IK est égal à 1 plus I à la puissance 1 sur K moins 1. Je vous laisse le soin de voir et de refaire cet exercice. Concernant le taux moyen, comme dernier paragraphe de ce premier chapitre, soit n capitaux placés à intérêt simple à des taux variables IN et pendant des durées différentes, n est égal à JN divisé par 360 parce qu'on va travailler avec les jours. Le taux moyen de ces n placements est un taux unique qui, appliqué à l'ensemble de ces n placements et pour leur durée respective de placement, donne le même intérêt global. C'est ça la définition du taux moyen. Et on le note IM. On calcule l'intérêt global qui est la somme des intérêts. I est égal à C fois I fois N. L'intérêt global est égal à I1 plus I2 jusqu'à IN. Est égal, on applique les formules du cours, C1 fois I1 fois N1 plus C2 fois I2 fois N2 plus jusqu'à Cn fois In fois Nn. Or, l'intérêt global est égal à C1 fois le taux moyen fois N1 plus C2 fois IM fois N2 plus jusqu'au Cn fois IM, le taux moyen, fois Nn. Avec IM, bien sûr, c'est le taux moyen. Donc, on applique la définition du taux moyen. Donc, C1 fois I1 fois N1 plus C2 fois I2 fois N2 plus jusqu'à Cn fois In fois Nn est égal à C1 fois IM fois N1 plus C2 fois IM fois N2 plus jusqu'à Cn fois IM fois Nn. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On va factoriser par le taux moyen IM. Et donc, on obtient C1 fois I1 fois N1 plus C2 fois I2 fois N2 plus jusqu'à Cn fois In fois Nn est égal le taux moyen IM fois, on factorise, est égal, IM fois C1 fois N1 plus C2 fois N2 jusqu'à Cn fois Nn. Par conséquent, le taux moyen IM
est égal C1 fois I1 fois N1 plus C2 fois I2 fois N2 plus jusqu'à Cn fois In fois Nn. Le tout divisé par C1 fois N1 plus C2 fois N2 plus jusqu'à Cn fois Nn. Exemple, trois capitaux sont placés à intérêt simple le 15 mars de l'année N, mais à des conditions différentes. Le premier, 100 à 8% jusqu'au 30 juin de l'année N. Le second, 112 à 7% jusqu'au 20 mai de l'année N. Le troisième, 200 à 5% jusqu'au 10 septembre de l'année N. On calcule le taux moyen de ces trois placements. On applique la formule. IM est égal à C1 fois I1 fois N1 plus C2 fois I2 fois N2 plus C3 fois I3 fois N3. Le tout divisé par C1 fois N1 plus C2 fois N2 plus C3 fois N3. On calcule d'abord les durées JK de chaque placement. J1 est le nombre de jours qui sépare le 15 mars du 30 juin. Donc, J1 est égal à 16 plus 30 plus 31 plus 30 est égal à 107 jours. Avril, mai et juin plus les 16 derniers jours de mars. J2 est le nombre de jours qui sépare le 15 mars du 20 mai. Donc, J2 est égal à 16 plus 30 plus 20 est égal à 66 jours, 16 derniers jours de mars plus avril plus 20 premiers jours de mai. J3 est le nombre de jours qui sépare le 15 mars du 10 septembre. Donc, J3 est égal à 16 plus 30 plus 31 plus 30 plus 31 plus 31 plus 10 est égal à 179 jours. On prend avril, mai, juin, juillet et août plus 16 en mars et 10 en septembre. Ensuite, on remplace dans la formule et on obtient IM est égal à 100 fois 8% fois 107 divisé par 360 plus 112 fois 7% fois 66 divisé par 360 plus 200 fois 5% fois 179 divisé par 360. Le tout divisé par 100 fois 107 divisé par 360 plus 112 fois 66 divisé par 360 plus 200 fois 179 divisé par 360 est égal à IM est égal à 5,87%.